Du développement touristique de Tarn-et-Garonne. L'art de vivre dans le sud-ouest, c'est la gastronomie, mais aussi la fête. Tout ce week-end, vivez l'ambiance de ces marchés sur CFM Radio. Écoutez et réécoutez. CFM Montauban. Hola, hola a todo el mundo. Ahora, el momento tanto esperado. On déguste, bonjour. Qu'est-ce qu'on déguste tout à fait exceptionnel, monsieur, dame. On vous le dit depuis ce matin sur les ondes de CFM. Nous sommes en direct des quais Montebello à Paris pour cette grande opération du tourisme de 3 départements, Tarn-et-Garonne, Gers, Lot-et-Garonne, les marchés flottants des producteurs. On se régale depuis ce matin et c'est pas fini. Venez donc voir sur notre page Facebook la belle table qui est devant nous pour cette édition spéciale de Qu'est-ce qu'on déguste. Nous allons nous régaler et nous allons, je l'espère, vous mettre l'eau à la bouche avec de très nombreux producteurs et chefs qui vont venir se succéder à cette table. Il y aura aussi de la musique, des personnalités ô combien connues internationalement. Il y a vraiment du beau monde aujourd'hui à Qu'est-ce qu'on déguste. Alors, je commence par qui ? Je commence par peut-être Danny Doritz au privilège de l'âge. Bonjour. Bonjour, merci, bonjour. Merci d'être là, le célèbre propriétaire du caveau de la Huchette. Et oui, on est à Paris, alors on a fait la bringue hier soir. Et depuis très longtemps en plus. Depuis, il paraît que les années 70, maintenant. Exactement depuis le 23 janvier 1970. Bon, vous nous raconterez ça un petit peu tout à l'heure. Il y a là, en face de vous, un des chefs des Brigades du Goût du Tarn-et-Garonne. Il est venu spécialement pour montrer le savoir-faire des chefs de notre beau département. Il s'appelle David Soulier. J'ai eu le plaisir de manger à plusieurs reprises dans son très chouette restaurant qui s'appelle Les 5 Bouchons, Place Nationale à Montauban. Bonjour David Soulier. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes présent avec Raphaël Campas du restaurant Nous qui nous rejoindra tout à l'heure. Et vous nous avez apporté des petites dégustations que vous allez nous présenter dans quelques instants. Avec plaisir. Il y a à votre gauche Ludovic Bonnet de la brasserie Fourquet. Le Vaillant Fourquet, bonjour. On est Vaillant, bonjour. Merci d'être là, c'est dans le Gers. Exactement, à Miradou. À Miradou, et on a ça dans nos verres, c'est avec ça qu'on va trinquer pour lancer cette émission. Il y a à la guitare à qui je vais donner, et au chant à qui je vais donner la parole et le geste dans un instant, Christophe Davot, guitariste, chanteur, bien connu dans le milieu du jazz, qui a dû, j'imagine, jouer aussi au caveau de la Huchette. Oui, et souvent à Montauban. Et souvent à Montauban. Eh ben alors, magnifique. Et vous nous faites le plaisir de venir lancer cette émission. À ma gauche, Georges. À ma droite, Philippe. À côté, Hervé. Et puis évidemment, Émilie Prouchet de la Costa. Tout le monde va bien ? Ouais, tout le monde va Parfait. bien. Bon, super. On est en place. Aurélien est à la technique. Thomas est aux images. On est en direct sur CFM Radio et sur Facebook. C'est Qu'est-ce qu'on déguste ? Et ça commence comme ça. Du bruit. Do I need you? Oh my, do I? Honey, did I do? Do I want you? Oh my, do I? Honey, did I do? I'm glad that I'm the one who found you. That's why I'm always hanging around you. Shooty-dooty. Do I love you? Oh my, do I? Honey, did I do? That I'm the one who found you. That's why I'm always hanging around you. Do
I love you. Oh my, do I? Honey, did I? Honey, did I? Honey, did I do? Christophe Davot, monsieur, dame, avec qui on discutera tout à l'heure. Merci pour cette ouverture. Alors, on a levé nos verres avec un brasseur, avec une bière d'un brasseur du Gers. Je te laisse, Ludovic Bonnet, nous présenter cette brasserie et cette aventure. Alors c'est une aventure qui a commencé il y a une dizaine d'années, puisque cette année c'est le 10e anniversaire de la brasserie à Miradou. Ouais, bon anniversaire. Eh ben, bon anniversaire à nous, effectivement, mais merci. Et en fait nous sommes 3, dont 2 qui sont, alors Nicolas qui est là, qu'on n'entend pas parler puisqu'il est à côté, mais Salut, qui est notre Nicolas. maître brasseur, donc je parle sous la houlette de Nicolas si on doit parler de ce qu'il y a dans la bière. Ouais. Donc il y a 2 agriculteurs, Nicolas et Sébastien, Sébastien est resté sur notre stand. Et puis moi, je suis plutôt sur la partie justement marketing et commercialisation. Agriculteur, ça veut dire que vous cultivez votre houblon Alors, dites-le peut-être juste. On a un micro. Ah tiens, regarde, on a un micro à chef. Regarde. Hop, prends ce micro. Ah super. Ok. Je suis. Oui, c'est bon. Ouais, c'est bon. Agriculteur, c'est le houblon, c'est un métier. Ouais. Qui prend beaucoup de temps. D'accord. Donc on n'est pas encore là. Mais par contre, on travaille beaucoup localement avec une malterie occitane qui est basée à Lavore dans le Tarn. Et au niveau du houblon, ça c'est pour la partie malte. Et au niveau du houblon, on travaille avec des filles qui ont remonté une filière en Nouvelle-Aquitaine. D'accord. Donc autour d'Agen en fait. Ok. L'histoire du nom de la brasserie, qu'est-ce que c'est ? Alors le Vaillant Fourquet, bah oui, parce que tout le monde nous demande de Fourquet, c'est en fait, et Nico pourrait le dire, puisqu'on brasse encore à la main. Nous, le Fourquet, c'est la fourche avec laquelle on brasse la bière. Voilà. Et donc nous, on a encore cette technique de brassage ancestrale à la main. Et donc le Vaillant Fourquet, bah, tout est dit. Voilà, c'est pour ça que vous êtes costaud. C'est pour ça qu'on est costaud, on a des gros bras, c'est ça, ouais. Qu'est-ce que vous recherchez quand vous faites un produit comme la bière que vous faites et dans la gamme que vous faites ? Alors il y a un vrai travail de la part de Nicolas sur la bière et sur les arômes et notamment les équilibres. Hein. Et on le disait tout à l'heure juste avant de commencer, c'est qu'il y a de plus en plus une demande de la part des gens de retour vers de l'amertume et moins de sucre, ce qui a pu être le goût des années 80-90. Et nous on cherche à trouver en permanence cet équilibre. Alors je pense que j'ai un chef à côté de moi, je vais faire attention à ce que je dis, mais l'équilibre des goûts et des saveurs, et c'est vrai que dans la bière, c'est quelque chose qui est en permanente fermentation, c'est ce qu'on disait aussi, nous on fait une bière qui est naturelle, qui est artisanale, donc qui n'est pas pasteurisée, donc forcément qui continue à travailler dans la bouteille au fur et à mesure qu'on l'a mise dans des différents processus de fermentation, ce qui effectivement des fois est un peu surprenant pour des gens qui l'achètent en fût, ils disent ça mousse beaucoup, oui mais c'est vivant encore. D'accord. Par rapport à des bières qui ont été tuées à la pasteurisation, et effectivement on cherche à avoir cet équilibre entre le goût, l'amertume et puis rester un peu dans ce que les gens aiment. Donc c'est compliqué parce que les goûts évoluent aussi. D'accord. Donc on va donner un tout petit peu la parole à David Soulier puisque vous l'avez interpellé, chef du restaurant Les 5 Bouchons. Vous servez avec vos plats, pourquoi pas de la bière dans votre restaurant Tout le temps. On a dans notre restaurant une formule où on a la boisson comprise. Et on propose du vin et de la bière. D'accord. Donc vous faites partie de ces chefs que ça ne gêne pas de voir quelqu'un boire de la bière à table, quoi. Non, et la bière c'est plus la bière d'avant. La bière maintenant est vraiment, c'est vraiment amélioré et on peut passer un repas entier à la bière et on peut cuisiner à la bière. Bon, oui, j'ai même un ami qui m'a dit surtout la bière avec les fruits de mer, avec les huîtres, ça marche très bien. J'ai travaillé en Irlande, et en Irlande, on mange les huîtres avec la Guinness. C'est un pur plaisir. Et après, on va se coucher, non ? Non, mais quand on a, entre guillemets, notre mentalité française, on dit les huîtres, c'est un vin blanc, sec, tout ça. Et Guinness, non. Et en fait, avec la Guinness, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Donc, je suis en train de passer les bouchées que vous nous avez préparées, que vous préparez et que vous offrez aux Parisiens pendant ces 3 jours des marchés flottants ici, sur les quais Montebello. Voilà, sur la première assiette, donc, vous avez une tourte au cèpe et un foie gras cuit à basse température avec un pain d'épices. Et sur la deuxième assiette, vous avez une saucisse d'agneau où on a fait un petit peu infuser avec du romarin. Et de l'autre, c'est un boudin de veau aux champignons avec une compote de pommes et noisettes.
D'accord. L'idée, c'est mettre en avant les produits du terroir, donc du Tarn-et-Garonne en l'occurrence là. Toujours, c'est ça toujours. Tous les produits qu'on a entendus, c'est l'agneau du Quercy, Tout à c'est fait. la noisette je crois qu'il y en a même à Castel-Sarrazin, non maintenant à la Vitte, oui, j'allais dire de Lomagne, oui, donc la Vitte, c'est ça. C'est le cep de Vaissac. C'est le cep Voilà. de Veissac. Ouais. On essaye au maximum, on n'a pas tout. Hein. Comme je dis à nos clients, le poisson il vient pas du Tarn. Hein. Mais voilà, on essaye au maximum de travailler. Je ne suis pas dans la région depuis très très longtemps, mais quand on est à l'extérieur du Tarn-et-Garonne, on n'en parle pas, mais quand on est à l'intérieur, c'est extraordinaire. En tant que cuisinier, il y a tout. Il y a tout. Et on peut se faire plaisir à chaque saison. On est d'accord pour dire, et surtout ici, je pense c'est ce qu'on montre un petit peu à nos amis parisiens, c'est qu'on est dans un pays de cocagne et qu'effectivement, c'est finalement facile de travailler des produits locaux, non, quand on est chef. Enfin, oui, on a tout devant nous. On a tout devant nous. On a plus, nous, on a simplement qu'à embellir le produit, la matière première qu'on nous donne. Parce qu'il faut une bonne matière première. Si on n'a pas de bonne matière première, on n'en va pas bien cuisiner. Et le Tarn-et-Garonne, on a la chance, c'est d'avoir énormément de choses. Ça marche bien avec la bière, là, hein, du coup. Tout à fait. Oui. Un petit mot sur votre resto ? Les 5 bouchons, installés depuis quoi ? 2 ans maintenant 3 Oui, il y a une année de Covid. Ouais, Donc, officiellement, c'est pratiquement 3 ans et demi. Mais bon, ça fait 2 ans et demi qu'on travaille. Les 5 boucherons, je travaille avec ma femme. J'ai un petit apprenti en cuisine. Et puis, on a une devise, c'est se faire plaisir pour faire plaisir. Voilà. Nous, on veut faire plaisir aux gens. Et pour faire plaisir, il faut qu'on se fasse plaisir. Donc, c'est pour ça qu'on cuisine. Tu as mangé toi, on y a mangé ensemble. J'ai mangé, ça tombe bien, tu parles de la cocagne, c'est aussi le titre de ma chronique. Ah, bon. Merci. Non, on a mangé chez toi, plusieurs fois d'ailleurs, c'est une belle terrasse maintenant. Sur la place nationale, voilà. Et une carte qui bouge beaucoup, c'est-à-dire qu'on retrouve rarement les mêmes produits, mais d'un jour sur l'autre, même dans la même semaine, il y a des choses. Oui, parce que j'ai pas de jour fixe pour changer le menu. J'achète, je produis, il n'y a plus, on rachète autre chose, ou on fait un peu plus par rapport à la réaction du client aussi, par rapport au produit et par rapport à l'humeur du chef. Bon, et là, vous êtes présent. Il est de bonne humeur, le chef, aujourd'hui, ça va. Au moins, on m'avait dit qu'il était taciturne, que ce serait difficile d'arriver à le faire parler en émission, puis finalement. Je suis sûr que c'est ma femme qui vous a dit ça. Mais c'est pas vrai. Vous êtes ici en représentant aussi de la Brigade du Goût, c'est le nouveau nom de l'association des restaurateurs du Tarn-et-Garonne. Vous faites une grosse fête vendredi prochain à Eurythmie à Montauban. Où on fait le salon de la gastronomie où il y aura 15 chefs, où on proposera chacun un plat différent et pareil avec un produit du Tarn-et-Garonne. Donc c'est à la salle Eurythmie vendredi prochain où pour 25 €, vous avez la chance d'avoir 5 entrées, 5 plats, 5 desserts. On vient. C'est Qu'est-ce qu'on déguste, monsieur, dame. On est quai Montebello à Paris pour les marchés flottants autour de la table. Je vous l'ai annoncé en tout début d'émission. On a l'immense plaisir et la chance d'avoir avec nous Danny Doris, le patron du caveau de la Huchette. Voilà, alors je vous ai déjà dit bravo pour le caveau, mais 23 janvier 70, alors... 23 janvier 70, donc ça fait 53 ans, comme je vous disais tout à l'heure. Vous étiez déjà... vous jouiez de la musique. Oui, j'étais né. Non, mais vous faisiez de la musique avant tout. Parce qu'il y en a qui prennent des trucs. Voilà, j'étais, et je suis toujours d'ailleurs, c'est mon principal métier, c'est d'être musicien de jazz, oui. Et je joue d'un instrument, il y a très peu de... Je joue d'un instrument qui s'appelle le vibraphone. Ouais. Le grand maître du vibraphone, un des tout premiers célèbres musiciens américains vibraphonistes, c'était évidemment Monsieur Lionel Hampton, qui a fait une carrière mondiale. Après, il y a eu un autre vibraphoniste qui s'appelait Milt Jackson, et j'ai la chance, moi, de jouer de cet instrument depuis 1900, à peu près 1960. Voilà. Bon, Georges, quand tu étais directeur du Festival de Jazz de Montauban... J'ai eu la chance d'aller très souvent au Festival de Montauban. Au Festival de Montauban.
Et même il y a 2 ans, tu es venu à Montauban pour la fabrique de jazz au théâtre de Montauban. Absolument, dans le théâtre de Montauban. Et tu parlais de Lionel Hampton. Je crois savoir que tu as un vibraphone que t'as offert Lionel Hampton. Oui, c'est vrai. Et il a toujours, je l'ai toujours d'ailleurs. Ouais. Et il a plusieurs fois eu l'occasion de venir jouer au caveau de la Huchette. Alors plusieurs fois au caveau de la Huchette, non, mais il est venu au moins une fois pour le 30e anniversaire. Parce que plusieurs fois, c'était quand même un big band qui coûtait relativement très cher. Et il m'avait fait un gros cadeau en venant au caveau de la Huchette avec ses musiciens pour le 30e anniversaire du caveau de la Huchette en 1976. Voilà. Et je crois aussi que tu avais fait une tournée avec lui. Oui, et vous avez joué à 2 sur le même vibraphone. Exactement, mais tout ça, c'est très vieux. C'était il y a longtemps. Mais ce qui est toujours très très actuel, c'est le succès qui ne s'arrête toujours pas de ce lieu emblématique parisien qui est le caveau de la Huchette. C'est-à-dire, quand on vient à Paris, on vient voir la Tour Eiffel et on va au caveau de la Huchette. Je ne vous le fais pas dire. Non mais c'est la classe. Est-ce que vous avez vu le film La La Land? Mais oui, voilà. Et le pianiste, il vient jouer parce que justement, dans le caveau. Le film La La Land, la fin du film, on voit les artistes, les vedettes du film qui arrivent et on voit je crois, Notre-Dame, on voit, je sais plus, c'est pas le Sacré-Cœur ou non, je sais plus, la Tour Eiffel et le caveau de la Huchette. Donc ceci dit... et Ryan Gosling qui joue. Et voilà, absolument. Et nous avons eu encore, il y a une quinzaine de jours, le producteur Damien Chazelle qui est venu passer une soirée au caveau de la Huchette. Et le caveau de la Huchette, c'est le seul club au monde où on écoute du jazz et où l'on peut danser. Et hier soir, il y avait beaucoup de danse. Je crois qu'aujourd'hui, c'est le seul club au monde où l'on danse. Ouais. Pour une raison très simple, c'est qu'au début, le caveau de la Huchette, le premier orchestre, c'était Claude Bolling, évidemment. Oui. On connaît un peu moins Claude Bolling aujourd'hui, mais c'est une star en France. Il a entre autres composé Borsalino, beaucoup de musique de film. Oui. Et c'était le premier pianiste à jouer au caveau de la Huchette avec un clarinettiste qui était aussi célèbre dans les années 50-60, c'était Maxime Saury. Et puis après, bien sûr, il y a eu, vous imaginez, en 70 ans de programmation, ouvert tous les soirs, 365 jours par an. Et ouais. Ça représente beaucoup de musiciens. Donc, pour en revenir à ce que disait mon ami Georges Bonfils, nous avons ouvert le caveau, enfin moi j'ai pas ouvert le caveau en 46, j'étais quand même un peu jeune, mais avec une musique de jazz traditionnelle, c'est du jazz classique et on est resté dans cette ambiance exceptionnelle. Et aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui découvrent cette musique, ce jazz. Ils sont très étonnés, ils dansent, ils sont heureux comme des... Oui, parce que hier soir, il y avait toutes les générations. Et je crois même dans les noms connus, il y a quand même Boris Vian qui venait jouer au caveau de la Huchette. Bien sûr, et puis vous avez pu remarquer qu'il y avait... Enfin, en fait, il y a des gens de 18 à 88 ans au caveau de la Huchette. Est-ce qu'il pourrait y être venu quelques fois également, parce que moi, c'est incontournable à chaque fois que je viens à Paris. Il y a, je pense, aussi des gens qui habitent dans le quartier qui viennent régulièrement aussi. Ah ben écoutez, il y a des clients qui viennent pratiquement 2 à 3 fois par semaine depuis 50 ans. Ah ouais, c'est incroyable. Ce qui a changé quand même, pardon excuse-moi de te couper, Émilie, on va encore dire que je coupe les filles. Par contre, Émilie, je ne l'ai jamais vu au caveau de la Huchette. Justement, c'était la première fois. Et outre le fait du jazz, l'architecture du lieu est quand même incroyable. Ça n'a pas bougé. On rentre dans le caveau de la Huchette, on a l'impression que ça n'a pas bougé depuis 50 ans, mais ça n'a pas bougé. Plusieurs siècles, ça. Plusieurs siècles. C'est une cave. Un immeuble à 500 ans. Il faut décrire que c'est une cave. On descend. En fait, ça me donne. C'était la première fois pour moi hier soir. J'avais l'impression d'être dans les catacombes de Paris. La pierre est blanche. Les murs sont noircis de fumée. Et il y a des inscriptions. Si vous pouvez parler, les pierres, à mon avis, il y a des histoires à raconter là. Ouais, ce qui a changé quand même, c'est la bière. Parce que hier soir, moi j'ai bu de la bière. Il me semble que c'était de la bière aussi d'une petite brasserie. On n'était pas sur de la. Il y a aussi de la bière. Il y a des bières évidemment internationales, mais il y a aussi une bière que l'on fait. Oui, tout à fait, une petite bière locale. Enfin locale, non pas locale, mais une bière. D'une microbrasserie ou quelque chose comme ça. Oui, c'était une bière parisienne. Oui, ce que m'a dit le gars qui était au comptoir, parce qu'il m'a proposé 3 bières. Et je lui ai dit, je vais prendre la blanche parisienne qui est excellente. C'est la seule boîte de jazz où les jeunes peuvent venir pour passer une excellente soirée. Ils découvrent le jazz qui swing, le jazz festif qui donne envie de danser. Et nous sommes, je crois, le seul club au monde à rester dans cette ambiance exceptionnelle du jazz. N'est-ce pas, mon cher Christophe Davo ? Absolument.
C'est vrai que... Voilà. Je vois quelle heure il est. 17h56. Voilà, il reste 3 minutes. Il faut que je te rende ta liberté. Merci David Soulier des 5 Bouchons à Montauban d'être venu. Les Brigades du Goût, c'est à Montauban vendredi prochain. C'est ça. Grosse fête des restaurateurs du Tarn-et-Garonne. À partir de 19h30, tout à fait. Merci d'être passé. Ludovic, t'es pas obligé, je te fous pas dehors, mais enfin... Non, mais je peux... moi, je voulais juste dire une chose, c'est que je remercie, parce que j'ai 2 casquettes, comme tu le sais, hein, je suis aussi le directeur général du groupe Sud Management, l'école de commerce d'Agen. D'accord. Et c'est nos étudiants qui sont là-haut et qui flyent depuis 10 ans pour pousser les Parisiens à descendre. Et chaque année, ils sont volontaires pour venir, donc je voulais les remercier aussi en même temps, parce que je sais qu'ils écoutent. Bon, mais c'est sûr que, alors du coup, la brasserie a une... La brasserie, c'est en plus. Voilà, C'est c'est une double activité, mais effectivement, je voulais les remercier parce qu'ils sont très contents de venir chaque année. Ok. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir, monsieur, dame? On a un petit peu de temps. 3 minutes, Aurélien. 2 minutes. 2 minutes. Donc, après les infos tout à l'heure, on aura le plaisir d'avoir un autre morceau du guitariste, chanteur à ma gauche, Christophe Davot. Alors, on profite encore de la présence de Danny Doris pendant 2 minutes. Quels sont les projets du caveau de la Huchette? Les projets, c'est de durer encore au moins 70 ans. Je ne sais pas si j'irai jusqu'au bout, ça c'est moins sûr. Quel âge vous avez? Quel âge j'ai? Quelle question? Et le projet, où il y a déjà eu un très beau livre qui est paru aux éditions Archipel pour le 60e anniversaire. Et les éditions Archipel nous ont fait savoir qu'elles seraient intéressées pour sortir un 2e album sur cet établissement. Donc on va travailler sur cet événement. Et puis on a sorti récemment l'anthologie du caveau de la Huchette, c'est-à-dire 60 ans de jazz avec tous ces grands musiciens qui ont joué au caveau, les Haricots Rouges, Claude Luther, Claude Bolling, Memphis Slim, Lionel Hampton, Rhoda Scott et compagnie. Et moi, en tant que musicien, j'ai sorti, la maison Frémaux, les éditions Frémaux ont sorti mon anthologie personnelle, donc en tant que musicien, et 60 ans de jazz également, voilà, en tant que vibraphoniste. Il y a un album photo aussi. Un album photo. Un livre. C'est ça. Hein. Et j'ai aussi un scoop à annoncer, c'est que l'orchestre de Montauban, le Haute Swing des 10, va jouer au caveau de la Huchette le 27, le 28 et le 29 octobre. Et je crois que c'est la première fois d'ailleurs. C'est la première fois, oui. Il était temps. Hein. Il était temps. Merci, en tout cas. Merci d'être passé et de nous avoir accueillis. À ce soir. À ce soir. Ça nous fait de longues journées et de longues nuits, en fait, quand on vient à Paris. Mais pourquoi il y a une soirée spéciale ce soir au caveau de la Huchette? Oui, on vous attend. On apportera la bière. Avec plaisir. On perd pas le nord quand même, hein, quand on vient avec les producteurs. Amener le fût, par contre. Avec les producteurs du Sud-Ouest ici sur les quais Montebello à Paris pour ce Qu'est-ce qu'on déguste exceptionnel. Aurélien est à la technique, on envoie les studios pour les infos et on se retrouve juste après avec notamment les vins du Tarn-et-Garonne, peut-être la maison Micoulot aussi. J'espère que Raphaël Campas du restaurant nous en voudra pas de l'avoir fait attendre et qu'il va venir nous rejoindre aussi. À tout de suite. Bonsoir, une marche contre la vie chère et l'inaction climatique, elle aura lieu le 16 octobre prochain à l'appel de plusieurs partis de gauche, la France Insoumise, le Parti Socialiste et Europe Écologie Les Verts en tête, mais pas le Parti communiste ni les syndicats qui ont refusé de se joindre au mouvement. Resserrer les rangs et faire entendre leur voix dans l'opposition, les 2 enjeux des journées parlementaires du Rassemblement National qui ont débuté aujourd'hui au Cap d'Agde. Les députés RN se retrouvent jusqu'à dimanche avec en toile de fond l'élection à venir du nouveau président du parti. Dans l'actualité également, attention, si vous devez prendre l'avion ce soir, il va falloir être patient. Trafic très perturbé et ce depuis ce matin en raison d'une grève des contrôleurs aériens. Ils réclament des hausses de salaire. Résultat, plus de 1000 vols sont annulés, soit en moyenne un avion sur 2. À l'étranger, marée humaine à Londres. Des milliers de personnes sont rassemblées devant l'abbaye de Westminster. Elles vont se recueillir jusqu'à dimanche devant le cercueil de la reine Elisabeth II, disparue la semaine dernière à l'âge de 96 ans. Dans la foule, beaucoup d'anonymes, mais aussi des personnalités comme David Beckham.
Beckham. L'ancien footballeur est lui aussi venu rendre un dernier hommage à la souveraine. De son côté, Emmanuel Macron va lui rencontrer le roi Charles III dimanche au Royaume-Uni. Le président français devrait assister avec d'autres dirigeants à une réception donnée au palais de Buckingham. Un déplacement à la veille des funérailles d'Elisabeth II, une cérémonie à laquelle ne participera pas d'ailleurs le pape François, annonce ce soir du Vatican. C'est une affaire qui embarrasse le foot français. À 2 mois de la Coupe du Monde, le président de la fédération, Noël Le Graët, est visé par des accusations de harcèlement sexuel, des faits révélés dans une longue enquête publiée par le magazine SoFoot. Le ministère des Sports va lancer un audit de la fédération française après un entretien ce matin entre la ministre Amélie Oudéa-Castéra et Noël Le Graët. Le foot sur le terrain, cette fois avec le début ce soir de la 8e journée de Ligue 1. Auxerre reçoit Lorient, c'est à 21h. Et puis du basket à suivre en ce moment, France-Pologne, demi-finale de l'Euro masculin. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Très bonne soirée à tous. CFM Montauban, la pop, le rock. CFM. À Villeneuve, Figeac et Rieux-Pérou, vous écoutez CFM Villefranche. Pendant la Semaine européenne du développement durable, le CAUE vous propose de participer à des animations gratuites aux côtés des conseillers du guichet Rénov'-Occitanie. Mercredi 28 septembre à 18h, projection du film Animal à la salle de spectacle La Négrette à la Bastide-Saint-Pierre. Jeudi 29 septembre à 18h, Café Climat sur les aides financières à la salle des fêtes de Castelmayran. Et mercredi 5 octobre à 14h, atelier Éco-Geste à la médiathèque de la Française. Renseignements sur caue82.fr. C'était qui ? CFM Radio. Et qu'est-ce qu'ils voulaient ? Ils trouvent notre projet super, alors ils veulent que tout le monde soit au courant. Mais ils ont bien raison, et donc ? Eh bien, ils nous ont fait une offre qu'on ne peut pas refuser. Tu verrais ça ? Mais vas-y, dis-moi. Vous aussi, pour communiquer efficacement, contactez CFM Radio. Notre équipe saura construire avec vous l'offre qui vous correspond. Retrouvez tous les contacts sur cfmradio.fr. Les 8 et 9 octobre, 17e édition du Salon Mon Mariage, salle Marché-Gare à Montauban. 70 exposants des métiers du mariage et de la réception vous présentent les nouvelles collections et tendances mariage 2023-2024. Venez rencontrer les prestataires locaux et régionaux afin de réussir l'organisation de votre événement. Défilés mariage et cérémonies, concerts, animations et dégustations offertes. Jeux concours des mariés avec de nombreux cadeaux. Le Salon Mon Mariage, les 8 et 9 octobre, salle Marché-Gare à Montauban. Plus d'infos sur salonmonmariage.com. Samedi 8 octobre, c'est la fête du Parc Auxonne et de ses 30 enseignes en fanfare. Vide-grenier, Marché des créateurs, immense braderie, art de la rue avec 2 fanfares et des artistes du cirque. Et la nouvelle expo de street art, Mr Freeze, au Hall 82. Le 8 octobre, vous allez faire de bonnes affaires et voir plein d'artistes. Suivez-nous sur Facebook, Parc Auxonne Montauban. Et sur Instagram, Parc-Auxonne. Parc Auxonne, route du Nord, Montauban. Ça sonne au Parc Auxonne. CFM Radio, votre radio en Tarn-et-Garonne. CFM Radio, 40 ans et toujours à vos côtés. Hola todo el mundo. À vos côtés. Ahora, el momento tanto esperado. On devrait lui faire signer. Qu'est-ce qu'on déguste ? La suite. Merci Danny Doris qui vient de nous offrir l'album Danny Doris Big Band avec Manu Dibango et Ronald Baker. Merci à vous et à ce soir au caveau de la Huchette. Suite donc de ce Qu'est-ce qu'on déguste à Paris sur les quais Montebello en direct de ces marchés flottants. Avec la star des marchés flottants, c'est la maison Micoulot, puisqu'il y a un restaurant carrément là qui est installé là, et c'est Françoise Dira, nom de jeune fille Micoulot, qui est avec nous et qui va nous régaler de quelques foie gras. Bonjour, ça va bien ? Oui, très bien, merci. C'est pas un peu le feu, je sais que vous êtes entre deux parce qu'il y a Madame Hidalgo qui va arriver et puis il y a tous les présidents des conseils départementaux du Tarn-et-Garonne, du Gers et du Lot-et-Garonne qui sont là tout avec les agences de tourisme. Oui. Donc là, c'est la grosse soirée. Hein. Voilà. Vous êtes prête ? Oui. Ça rigole pas. À votre gauche, il y a Marie-Christine Aguilar. Non, Anne-Marie. Pourquoi Marie-Christine ? À cause de Nougaro. Peut-être. C'est à cause de... Marie-Christine, je suis sous
Et donc, vous aviez une mission, ma chère Marie-Christine, c'était que quand je disais « Qu'est-ce qu'on déguste ? Bonjour », Anne-Marie. Merci. Bonjour, Rémi. Anne-Marie qui représente ici la Fédération des vins du Tarn-et-Garonne. Et croyez-moi, j'habite ce beau département et il y a du vin, on les connaît bien, les vignerons du Tarn-et-Garonne. Ah oui, toi surtout. Eh bien oui, moi je les connais. Toujours autour de la table, Hervé, Philippe, Georges, Émilie et à ma gauche, Christophe Davot, guitariste, chanteur de jazz devant l'éternel, qui nous fait le plaisir de jouer un deuxième morceau. On peut l'applaudir par avance. Ah oui. Merci. On dit qu'au-delà des mers, là-bas sous le ciel clair, il existe des cités aux séjours enchantés. Et sous les grands arbres noirs, chaque soir, vers elle s'en va tout mon espoir. J'ai deux amours, ton pays et Paris. Pars toujours, mon cœur est ravi. Paris est belle, mais à quoi bon le nier? Ce qui m'ensorcelle, c'est ton pays tout entier. Le voir un jour, c'est mon rêve joli. J'ai deux amours, ton pays et Paris. Sorcelle, c'est ton pays tout entier, et tes produits bien sûr. Le voir un jour, c'est mon rêve joli. J'ai deux amours, ton pays et Paris. Oui, j'ai deux amours, ton pays et Paris. Oui. Merci. Christophe Davot, monsieur, dame, avec qui on discutera tout à l'heure, c'est promis. D'ici là, un petit peu de foie gras et un petit Avec peu plaisir. de vin du Tarn-et-Garonne, un vin doux pour accommoder ce foie gras. Alors un vin doux, un vin de Coteaux et Terrasses de Montauban, du domaine de Monteils. Ouais. Et c'est un vin doux, effectivement, donc Sauvignon blanc principalement, récolté en vendange surmûrie, c'est ce qui amène ce petit goût sucré. Alors la tradition, effectivement, c'est selon et les amateurs. Avec du foie gras, on a pour habitude de boire du vin blanc doux, mais on pourra voir aussi qu'on peut l'accompagner parfaitement avec des vins rouges. Bon, on verra ça tout à l'heure, parce qu'il y a aussi une bouteille de vin rouge. Qu'est-ce qu'elle en pense, Françoise Dirat, elle, de l'accompagnement de son foie gras? Plutôt vin doux, plutôt vin rouge? Aujourd'hui, c'est vrai que c'est plutôt vin doux, mais les tendances sont en train de changer et c'est vrai que le rouge, maintenant, est apprécié avec le foie gras. Ouais. Bon, le foie gras, c'est un peu la star de la maison Micoulot. Oui, tout à fait. Il a été médaillé plusieurs fois au concours général agricole. Il a eu le prix d'excellence en 2017. Ouais. Voilà. C'est votre arrière-grand-père qui a créé la maison à Beaumont-de-Lomagne. En tant que charcuterie. L'arrière-grand-père, le grand-père, c'est nos parents qui sont partis faire les marchés du gras à Saint-Martin, à Gimont. Ouais. Il achetait les carcasses, il travaillait le canard, il les vendait dans les foires. Bon. Et voilà, ça a commencé comme ça. Grosse histoire de famille, oui. Histoire d'amour, du produit aussi. Oui, tout à fait. Ouais. Transmission, savoir-faire, génération, sérieux,
qualité primordiale. Et aujourd'hui, du coup, la maison Micoulot, c'est toujours à Beaumont-de-Lomagne. Oui. Et à quoi ça ressemble? Combien il y a de salariés et quelle est l'infrastructure? Entre 18 et 20 salariés. Ouais. Voilà. Il y en a 6 en production, 2-3 à l'étiquetage, 2-3 au bureau et après des commerciaux, la vente des produits dans la boutique qui est charcuterie, vente de produits régionaux et boucherie à Beaumont. Voilà, on a de quoi s'occuper. Et les foires expositions. Il y a une péniche qui vient de passer, je dis ça pour les auditeurs qui ne voient pas ce qu'il y a de l'autre côté. Là, on est en face de la Seine et il y a un petit bruit, mais tu voulais dire quelque chose, Philippe? Non, savoir si vous aviez gardé aussi là, parce que là vous êtes ici un exposant, mais vous faites encore les marchés comme c'était on n'a plus le droit. On n'a plus le droit. On peut plus acheter la marchandise sur les marchés, c'est interdit, parce que nous on est agréé pour l'exportation CE et on doit passer par un abattoir agréé CE. Et le particulier n'a pas, donc il doit aller abattre dans les abattoirs agréés CE pour que nous on puisse le travailler. Ah oui, alors on ne s'est pas compris parce que lui sa question c'était de savoir si vous vendiez sur les marchés, mais du coup oui là c'est intéressant. Les marchés, nous personnellement, oui. Non on le fait pas les marchés, on fait plus les marchés. Non. Alors et l'actualité là, puisqu'on sait que on fait les foires expositions. Oui voilà. Ouais. Oui, et là on a une actualité qui est difficile pour la filière foie gras, oui, puisque très compliqué cette année pour des raisons de grippe aviaire qui sont nouvelles, qui est en train de recommencer un peu, donc on ne sait pas. Il y a des abattages, je crois, quelque chose. Ça recommence, oui. Ça recommence. Et donc vos approvisionnements sont compromis cette année ou comment ça se passe? Raconte-nous. Non, c'est un peu compromis. En fait, ils ont tout détruit, on va dire. Ouais. Ils recommencent sous nouvelle souche, et le temps que ça se recrée, ça va être très long, quoi. Donc une année, les fêtes 2022 risquent d'être... un peu compliqué, très compliqué, mais je pense, parce qu'ils sont en train d'essayer de gaver les cannes. Gaver les cannes? Ouais, les canards. Parce qu'avant les cannes, on les gavait pas. Non, ça se fait pas. Et c'est pas la même qualité qui ressort. Donc il y a un peu du canard, mais ils coincent les cannes et les cannes... Quand ça se gave pas. Il n'y a pas le même rendu, quoi. Oui. Surtout au foie gras, quoi. Le foie gras d'oie, dites-nous-en, est-ce que vous faites du foie gras d'oie? Oui, on fait du foie gras d'oie. Ça c'est très rare, c'est devenu rare. On l'a toujours fait. Oui, parce que vous êtes une grande maison de tradition, mais c'est devenu rare le foie gras. À un moment donné, on vendait presque plus de foie gras d'oie. Et là, ça fait 3-4 ans, ça y est. C'est revenu. Ils reviennent, ils veulent le foie gras. Non, c'est vrai que c'est bien, ouais. Pour avoir un contact avec l'Alsace, en Alsace, ils connaissent plus le foie gras d'oie que de canard d'ailleurs. Ah, tout à fait. Non, donc c'est vraiment propre au sud-ouest le foie gras de canard, mais il y a des régions où c'est plus le foie gras d'oie sur certaines régions. Tout à fait, ouais. Après le foie gras d'oie ici, c'est vrai qu'avant c'était les grands-mères qui le faisaient et qui gavaient les oies et tout ça, mais les grands-mères maintenant elles veulent plus gaver les oies, quoi. Alors la maison Micoulot c'est le foie gras évidemment, mais c'est pas que ça parce que regardez sur cette table là on a une potée ici, là-bas il y a un cassoulet. Il y a beaucoup de plats préparés. On s'est beaucoup diversifié en plats préparés, bien sûr le cassoulet, ça c'est sûr. Ouais. Avec saucisses de Toulouse faites par nous-mêmes, avec viande fraîche et boyaux frais. Et après, du coup, on a fait la garbure, les manchons de canard confit. On a fait du civet de canard au vin de Cahors. On a fait des cuisses de canard farcies au foie gras avec une sauce aux morilles. Là, c'est la gastronomie. Là, on désosse la cuisse de canard. On la met avec la farce au milieu et le foie gras. Après, on le fait pré-cuire dans un filet. On sort le filet et après, on y met la sauce aux morilles de par-dessus. C'est très bon. Il y a 2 jours de préparation pour les faire en boîte. d'Anne-Marie avec son petit sourire de gourmet. Comment ça s'organise le temps de comment dire de faire est-ce que par exemple je sais pas le lundi vous faites du cassoulet, le mardi de la potée, le mercredi des foie gras, n'importe quoi. Non, le lundi on prépare pour le mardi pour la production. Il y a saucisses à faire, présaler les confits. Faire les sauces. Parce que nous, les sauces, elles sont faites la veille, elles mijotent toute la nuit, et le lendemain, on fait les plats avec. Ouais. Donc, on ne peut pas le faire le lundi. On peut le faire que le mardi. C'est pas du fast-food chez vous? Non. Voilà. C'est du slow food. Le mardi, c'est ravioli. Anne-Marie. Ah non, pas chez nous. Anne-Marie, je crois que Georges voudrait un peu de vin, s'il te plaît. Vin blanc ou de vin rouge? Blanc ou vin rouge, tu commandes. Par contre, j'en profite juste vous parler de la norme CE. Et c'est quoi pour vous la norme CE exactement? Ça vous oblige à quoi ça a changé quoi par rapport à vos arrière-grands-parents, par exemple? Non, ils n'avaient pas ça, eux. Déjà, ils ne faisaient pas des conserves, c'est que de la charcuterie. Non, après, c'est contrainte de papier, traçat, paperasse.
Voilà. Mais bon. Mais est-ce que ça a dénaturé le produit en lui-même? Est-ce que ça a changé des choses au niveau de la production du produit ou pas? Non, pas du tout. Non. Le savoir-faire, c'est le même, c'est juste que le process, on le fait, mais il faut l'écrire, il faut le tracer, il faut... voilà. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je crois que ça a changé beaucoup de choses parce que ces normes-là ont fait que les petits producteurs, etc., ce qu'on trouvait sur les marchés, par exemple, etc., n'ont pas pu suivre. Ah, ça, c'est sûr. Parce qu'on a des producteurs qui sont à 5-6 km et qui ne peuvent plus nous livrer. Voilà. Ils sont obligés de passer par un abattoir, ils nous l'ont interdit. Voilà. Et pourtant, ils nous livraient directement chez nous, il n'y avait pas de problème. Donc, pour moi, ce que ça a changé, c'est que c'est une destruction des savoir-faire, un sabotage des savoir-faire. Ça, c'est sûr, c'est que c'est des gros qui... Voilà, et c'est là où je voulais en venir. On est d'accord. Et sans vous considérer comme un groupe, puisque vous êtes mais on est obligé de passer par là pour pouvoir produire, parce que si on le prend directement... C'est interdit. Le vétérinaire vient s'il a livré les carcasses chez nous. S'il livre des carcasses chez nous, elles passent qu'au magasin. On peut les vendre qu'à la boutique. Et voilà. On pourrait dire, qu'est-ce qu'on déguste, c'est aussi des coups de gueule. Mais par contre, c'est vrai qu'on a la chance d'être depuis longtemps sur la place. Sur la place et qu'on a des gens qui nous servent sérieusement avec de la qualité. Ils savent qu'on ne prendra pas n'importe quoi. Vous êtes sur un beau terroir de production et puis d'élevage. Si ça ne va pas, ils savent qu'on ne le prendra pas et que ça reviendra chez eux. Donc ils n'ont pas intérêt non plus. Ils n'ont pas intérêt à vous livrer des ladobes. Ben non, ça ira pas. C'est important pour vous d'être ici au marché flottant à Paris? Oui, c'est un chouette rendez-vous pour vous? C'est très très bien. Ouais. On est au milieu de tout le monde. Il a un placement royal, en face à Notre-Dame, on va dire. Et puis les gens, ils sont gays, ils sont là pour venir découvrir, nous voir. C'est un rendez-vous annuel, on en a plein qui viennent. Là, ça fait, on vous a pas vu depuis 3 ans, voilà, vous venez nous voir. Ça fait plaisir, quoi. Franchement. Bon, vous contribuez à cette image, à donner aux Parisiens cette image qu'on a et qui est vraie, que chez nous, nous sommes un pays de cocagne. Alors, le pays de cocagne, en effet. Merci, tu me prends un peu au dépourvu, cher ami. Donc, le pays de cocagne ici, voilà, avec de dignes représentants sur les quais de Seine. Donc à l'origine, la Cocagne, c'est un paradis terrestre, un paradis utopique et joyeux, où le travail est banni, où règne la flemme, les jeux et la bonne chère. Voilà, on en retrouve l'étymologie en Italie au XVIe siècle, dans une cité qui portait le nom de Cucagna, réputée pour sa terre fertile et ses denrées bon marché. À Naples, on élevait une montagne un volcan d'où jaillissaient des saucisses, de la viande, des macaronis, bref, le peuple se pressait pour attraper et s'en régaler. Donc on retrouve le mât de cocagne, un jeu populaire, vous avez dû connaître ça certains d'entre vous, le mât de cocagne, qui était un jeu de foire qui consiste à grimper en haut d'un poteau pour attraper victuailles et nourritures diverses. C'est aussi la coque de pastel, produit emblématique du Sud-Ouest. Bon, aujourd'hui ce n'est plus en haut du mât qu'il faut monter, mais aujourd'hui ici à Paris, où l'on retrouve tous les produits de ce pays de cocagne, qu'est le Quercy, qu'est la Lomagne, le Lot, le Gers, le Tarn-et-Garonne, etc. Voilà, de très beaux territoires où l'on trouve tout ce qu'on veut. La richesse d'un terroir, la diversité des productions que l'on retrouve ici sur les quais et sur les marchés flottants. Abondance de produits gastronomiques, foisonnement de fruits, de fromages, de viandes et de vins. En gros, c'est la ligne éditoriale de Qu'est-ce qu'on déguste. L'émission de la bonne humeur et du bien boire et du bien manger. Merci Rémi. Ah bah écoute, avec plaisir. Tiens, et si on levait notre verre? Allez. Ce serait pas mal, parce que moi j'ai changé le breuvage. Je suis passé... Ça fait pas de bruit les verres en plastique. Puisqu'on a le droit... Est-ce que Christophe voudrait un peu de rouge ou un peu de blanc? Un petit peu de rouge. Hop, allez, c'est parti. On est sur... Alors attends, vas-y, tu nous le sers et puis tu nous dis après sur quoi on est. Anne-Marie Aguilar, qui représente ici la Fédération des vins du Tarn-et-Garonne. Voilà. Alors là, on déguste un Grand Selve en AOC Saint-Sardos. Anne-Marie. Marie-Christine. Non, je dis non. C'est bon. Ouais, on a fait la liste un peu tous les deux tout à l'heure de ce qui étaient les terroirs les terroirs du Tarn-et-Garonne, riches de 4 AOC et 2 IGP. Donc dans les AOC, on a le Saint-Sardos qu'on déguste là, avec sa cuvée la Grand Selve qui est la cuvée emblématique de la cave de Saint-Sardos. Mais on a aussi une partie du Brûlois. Oui. Avec combien de vignerons dans le Brûlois, vous à peu près? Une dizaine. Et des viticulteurs qui sont regroupés au sein de la coopérative. La coopérative. Et après quelques petits indépendants, vignerons indépendants.
D'accord. Saint-Sardo, c'est pareil, c'est principalement la cave coopérative et il y a un indépendant à côté. Voilà. Mais vous notez aussi cette volonté d'aller vers l'indépendance, des vignerons qui mettent en bouteille, Pas forcément, parce qu'on est dans une région quand même de polyculture, donc ces viticulteurs sont paysans aussi vignerons. Éleveurs, voilà. aussi arboriculteurs, et le système coopératif convient à ces structures agricoles là aussi. Une aide, c'est bien. Le fronton, une partie du fronton est dans Fronton, voilà. Une grande partie de l'appellation Fronton se trouve en Tarn-et-Garonne. Ouais. L'intégralité des coteaux du Quercy, du coup Non, le coteau du Quercy est un peu dans le Lot aussi. D'accord. Un petit peu, quelques communes, Castelnau-Moratier. Et là, on a fait un peu le tour des AOC, et dans les IGP, on a vu que vous aviez le coteau et terrasse de Montauban. Alors là, par contre, là je ne me trompe pas. 100% Tarn-et-Garonne. Voilà, 100% Tarn-et-Garonne. Et la Ville-Dieu du Temple, avec quelques vignerons survivants qui restent encore. Voilà, 3 vignerons. Ils sont 3. Un à Bressol, un qui est à Mozac, je crois, et un à la Ville-Dieu. Voilà, Patrice Colombier. Au niveau de la diversité des cépages, on peut trouver un peu de tout chez vous. Alors on a un petit peu tous les cépages. Les terroirs des différentes appellations sont assez différents, et les encépagements de leurs appellations aussi. Pour Saint-Sardos, on est sur un assemblage Syrah-Tanat, Syrah majoritaire, qui peut être complété par du Cabernet et du Merlot. Sur le coteau du Quercy, on est sur majoritairement dans tous les vins le Cabernet franc, complété aussi avec un peu de Syrah, un peu de Tanat, avec des pourcentages. Voilà. Oui. Mais il y en a très peu maintenant, il en reste très peu. Sur le fronton, bien sûr, c'est la Négrette, le cépage principal, mais qui peut aussi être complété par de la Syrah, du Cabernet, mais c'est vraiment la Syrah, le cépage emblématique du fronton. On disait les coteaux du Quercy, les coteaux du Quercy, voilà, Cabernet, on connaît, voilà. Ils sont plus proches des vins de Cahors. Et alors les Parisiens, ils apprécient quoi? Alors Cahors, c'est quand même beaucoup de Malbec, et il y en a beaucoup moins de Malbec dans les coteaux du Quercy. Mais c'est le même terroir. Les Parisiens, ils apprécient quoi? Alors c'est varié, le rosé du Brulois. Le grain d'amour du Brulois, c'est un vin qui plaît beaucoup aux jeunes femmes. En apéritif, il se boit très bien, très frais. Bon, le temps s'y prête aujourd'hui. Le domaine de Monteils, parce qu'on le voit beaucoup dans le Tarn-et-Garonne, ici. Alors, en domaine de Monteils, sur les marchés flottants, on n'a mené que des blancs. Donc son blanc doux qu'on a dégusté avec le foie gras en premier vin, et le blanc sec, et il plaît beaucoup aussi. Ça plaît beaucoup aussi. Alors il faut savoir qu'on a aussi beaucoup de touristes étrangers, et que les vins blancs, dès qu'on dit Sauvignon... voilà. Vous voulez dire qu'ils ne connaissent pas trop les touristes étrangers? Alors ils ne connaissent pas du tout. Ils connaissent les cépages, c'est-à-dire qu'ils veulent boire un Sauvignon, ils veulent boire une Syrah, ils veulent boire... c'est finalement, à l'américaine, quoi. On boit un cépage. On essaye d'expliquer nos terroirs, nos cépages. C'est le concept qu'ils ne comprennent pas. En fait, on a tellement, dans le monde entier, c'est un pays du vin, que les gens, à partir du moment où c'est un vin français, ils boivent. Mais ils le boivent plus, les gens qui viennent ici le boivent plus en apéro, après manger, après-midi. Ici, ça se boit. Là, ici, les vins ils sont plus bu en apéritif, en définitive. Et est-ce qu'il y a un domaine qui est plus remarquable que les autres? En Tarn-et-Garonne? Non, entre le Lot, est-ce qu'on connaît plutôt le vignoble de Cahors? Le plus connu, c'est le Fronton. Sur le Tarn-et-Garonne, le plus connu, c'est le Fronton, mais parce que c'est le plus grand aussi. Et puis, ils ont une force de communication que les autres petites appellations n'ont pas. Donc, le plus connu, ça va être... Oui, et puis le Fronton... Et puis des vignerons emblématiques, effectivement. Oui, et puis le Fronton est à cheval sur la Haute-Garonne, il y a 50%. Donc, sur Toulouse, il y a beaucoup de Fronton qui est consommé. Exactement. Donc, c'est pour ça la notoriété du Fronton. La notoriété. Après, moi, vous dire quel est le meilleur vin du Tarn-et-Garonne, je ne peux pas, parce que d'abord, j'en aime beaucoup, et que Puis vous n'allez pas vous engager non plus. Non, mais très sincèrement, il se fait de très bons vins dans chaque appellation. Elle est forte, Anne-Marie Aguilar de la Fédération des vins du Tarn-et-Garonne. Elle pourrait faire de la politique. À sa droite, Françoise Dirat est toujours avec nous, et j'aurais voulu quand même qu'elle nous parle un tout petit peu de sa façon à elle de faire ce foie gras avant de vous laisser partir, parce que je sais que vous avez du boulot là-bas. Il y a toute... j'allais dire les huiles, c'est pas bien, Rémi. Il y a les élus. Il y a tous les élus. Il y a le grand raout de l'inauguration juste après.
Tout à fait. En tout cas, vous avez un sourire très communicant. Bon, alors ça va. Alors, ce foie gras. Alors, ce foie gras, il est fabriqué le jour qu'il est tué. C'est-à-dire que il tue les canards le matin, on reçoit les foie gras vers midi, et ils sont cuisinés en suivant. Et dans l'après-midi, ils sont stérilisés. Alors ça, c'est justement pour pas que le foie diminue. Tout à fait. Mais en même temps, il est sélectionné. Avant de commencer, déjà, on fait une sélection. On prend que l'extra à fabrication. Il faut qu'il ait 0 défaut. Nous, on ne veut pas plus de 5% de fonte dans un foie gras. D'accord. Donc, il faut qu'il ait du goût. Ça, c'est quand on voit la carcasse au début, ou c'est sur le canard. C'est à quel moment que ça se fait, ça? Non, c'est quand ils tuent les canards, ils sortent le foie, ils le trient. Ah, d'accord. Et là, nous, on ne prend vraiment que l'extra fabrication. Et là, il arrive, il est tout juste refroidi. Et à ce moment-là, on le travaille, on le déveine, on le sale, on le poivre et on le met en conserve. Tout simplement. Et après, c'est soit pasteurisé, soit stérilisé, si on le veut en mi-cuit ou en traditionnel. Voilà, c'est tout. Le mi-cuit, encore une tendance ou c'est un peu passé, ça? Non, le mi-cuit, ça reste. Ça reste, hein? Ouais. Mais j'avoue que depuis le Covid et tout ça, ils sont quand même pas mal revenus sur la conserve. Oui, ça se garde. Ouais, au cas où. Est-ce que votre foie gras se retrouve par exemple dans les restos parisiens comme la Coupole, qui a été le premier resto où on s'est rendu quand on est arrivé à Paris, nous, l'autre jour? Non, il n'est pas la Coupole, mais pas loin. On a un restaurant à Montparnasse, rue d'Odessa, où vous retrouverez les produits Mikulo, dont le foie gras, le cassoulet, le confit. Eh bien, qu'on se le dise. Et la sœur de Françoise. Et c'est ma sœur qui le tient avec son fils. Comment s'appelle le resto? Au Produit du Sud-Ouest, tout simplement. Oh ben voilà, c'est où? À 23 rue d'Odessa à Montparnasse. Oui, mais si on vient ici, on peut y aller pour manger des produits du Sud-Ouest quand même. Oh, ça arrive pas mal de fois. On a le mal du pays. Nous, en tout cas, on y était. Alors oui, justement, nous sommes descendus du train hier et finalement, nous sommes allés manger à la Coupole. Alors la Coupole, c'est vraiment un restaurant emblématique du quartier de Montparnasse. Alors au départ, la Coupole, c'est un vaste dépôt de bois et de charbon dont deux beaux-frères achètent cette affaire et ils décident de faire la Coupole, ce grand restaurant. Alors ils voient très très grand. Un restaurant sur 2 niveaux, un bar, une terrasse et un dancing au sous-sol, le tout pour 2500 m². Ah oui. Alors ils veulent des plafonds très très hauts pour la bonne raison que les gens fumaient à l'époque dans les restaurants et ils ne voulaient pas être gênés par la fumée. Donc pour soutenir cet édifice, il faut 32 piliers qui s'enfoncent dans le sol. Et évidemment, ils vont décorer ces piliers dans une ambiance très art décoratif. Donc cette ambiance art décoratif, ça se retrouve évidemment dans les luminaires, dans la mosaïque au sol et sur les piliers où on voit des peintures qui sont confiées à des artistes du quartier Montparnasse, dont la plupart sont des artistes de l'école, des artistes, des élèves de Léger et de Matisse. La Coupole, finalement, devient une galerie permanente et le plus emblématique, la plus belle œuvre du restaurant se trouve au centre. Ça représente une sculpture de Louis Debré qui s'appelle La Terre. C'est un bronze qui est très très grand, à peu près 3 mètres de diamètre, qui fait toute la beauté du décor lorsqu'on rentre dans le restaurant. Alors le 20 décembre 1927, il y a l'inauguration. Il fait un froid de canard, il pleut des cordes, les trottoirs sont une véritable patinoire. Il y a 3000 invitations et 1200 bouteilles de champagne commandées pour la nuit d'inauguration. À minuit, le champagne est vide, les caisses sont vides et les convives passent aux apéritifs. Ils vident les caves du café. L'inauguration est un réel succès. Bon, on ne fait pas que boire, hein. À la Coupole, on mange aussi, et des spécialités que nous avons pu goûter hier, donc le fameux hareng avec la pomme de terre à l'huile, la choucroute, n'est-ce pas Rémi, le curry d'agneau. Et depuis son inauguration, la brasserie est ouverte tous les jours de 8h à minuit. On y vient petit déjeuner, manger ou dîner. Et la réputation de l'établissement s'est faite essentiellement grâce aux personnalités qui venaient s'y montrer. Donc, on voit justement toutes ces personnalités, des portraits accrochés à la salle du restaurant. Alors vraiment, la Coupole fait partie de ces établissements incontournables de la capitale. Donc, je vous conseille d'y aller pour manger, pour dîner. Et puis ensuite, vous finissez au caveau de la Huchette, dont on a parlé tout à l'heure. Hein. Ou alors, entre-temps, on passe au restaurant des plaisirs du Sud-Ouest. Hein, voilà. Au produit du Sud-Ouest. Et là, vous êtes pratiquement garanti d'avoir un séjour réussi.
Tout à fait. Merci Émilie. Cette deuxième demi-heure de Qu'est-ce qu'on déguste s'achève ainsi. On se retrouve pour la suite, toujours en direct des quais Montebello à Paris, avec donc une conversation avec Christophe Davot. On nous a promis le passage de Madame le maire de Paris, et puis peut-être, non pas c'est pas peut-être, c'est sûr, Raphaël Campas du restaurant Nous qui va nous amener le dessert. À tout de suite. Au sommaire de votre journal régional ce vendredi, à Toulouse, des parents manifestent pour le droit à l'instruction en famille. L'hôpital de Cahors touché par une cyberattaque depuis hier. Et enfin à Montauban, la PAS 82 vient en aide aux malades d'Alzheimer. Plusieurs familles ont manifesté à Toulouse hier pour défendre l'école à la maison, un rassemblement contre l'article 49 de la loi séparatisme qui soumet l'instruction en famille à autorisation des académies. Désormais, les motifs pour lesquels les parents peuvent obtenir cette autorisation sont limités. Les manifestants dénoncent un projet liberticide visant, selon eux, à porter atteinte à un droit fondamental, la liberté d'enseignement. Ramin Farangui, fondateur du collectif national Enfance Libre. Précédemment, les familles qui voulaient assurer l'instruction de leurs enfants par elles-mêmes pouvaient le faire par simple déclaration aux autorités, et puis elles étaient contrôlées annuellement par l'inspection académique. Et depuis le 2 octobre 2020, le président Macron a affiché clairement l'intention de supprimer le droit à l'instruction en famille. Et la loi qui est passée permet aux autorités de faire ça, et donc c'est très inégal dans les académies, mais l'académie de Toulouse en particulier a été très sévère et a refusé l'ensemble des nouvelles familles qui voulaient pratiquer l'instruction en famille. Nous, on a initié un mouvement avec mon épouse Marjorie, donc le 1er mai de cette année. On était censé justement déposer notre demande d'autorisation et nous, on a refusé de se soumettre à cette loi. Pour marquer justement qu'on dénonce cette loi dans son ensemble, ça n'a été que mensonge après mensonge et notamment le plus gros des mensonges, c'est ceux qui pratiquent bien l'instruction en famille, donc les 98% qui reçoivent des rapports favorables, n'auraient aucun souci à se faire, et on n'est pas du tout en train de cibler cette population, on cible juste les personnes qui sont dangereuses pour la société. Sachez qu'à ce jour, plus de 75 recours ont été déposés devant le tribunal administratif de Toulouse. La clinique Boyer Saint-Michel de Montauban ferme sa maternité pour une durée indéterminée. Face au mouvement de grève entamé par les auxiliaires de puériculture et au manque de personnel en poste, la direction a déclenché cette procédure exceptionnelle pour des raisons de sécurité. Un coup dur pour les grévistes et syndicats qui se sont de nouveau réunis ce matin. Pour l'heure, les patientes enceintes ont été prévenues et réorientées vers les maternités voisines. À Salcurand, près de Rodez, les élèves ne se rendent plus au collège en bétaillère, mais en bus. Ce mode de transport atypique avait été mis en place par les parents le jour de la rentrée pour interpeller la région sur la nécessité de créer une ligne de transport depuis les villages alentours. Cette dernière rappelle que les villages concernés relèvent du secteur de Requista, une commune où elle met déjà en place des transports vers les collèges publics et privés. Une demande de dérogation a donc été envoyée par le maire de l'Estrade et Touels à la commission départementale des transports scolaires, qui a rendu un avis défavorable. Une rencontre était programmée hier soir entre les parents et le président du conseil départemental, Arnaud Viala. L'hôpital de Cahors subit une cyberattaque depuis hier. L'instruction informatique concerne essentiellement la messagerie interne au centre hospitalier. Pour l'instant, les soins des patients se poursuivent normalement. Le système informatique de l'établissement a été mis en sécurité afin d'assurer un retour à la normale le plus tôt possible. Dans le Tarn, le débat continue concernant l'irrigation de la vallée du Tescou. Ce jeudi, une trentaine d'acteurs du territoire se sont réunis autour du projet de retenue d'eau de Sivins à l'arrêt depuis 2015. Une énième réunion pour déterminer les limites de la zone humide. Pour les communes en aval, une solution d'irrigation via des canalisations a quasiment été entérinée. Les écologistes militent pour de petites retenues d'eau. De l'autre côté, les agriculteurs et une partie des élus veulent toujours un barrage à 300 mètres du secteur originel de Sivins. Enfin, retour à Montauban où la PAS 82 vient en aide aux malades d'Alzheimer et plus généralement aux individus en perte d'autonomie. Elle met à disposition des malades et de leurs aidants un service d'accueil de jour. L'objectif est de maintenir le lien social des personnes grâce à un accompagnement adapté et spécifique. Marie Alérac, directrice de la PAS 82. L'accueil de jour, c'est vraiment un dispositif qui permet un accompagnement à visée thérapeutique qui est très complémentaire des accompagnements médicaux. Et d'ailleurs, on travaille vraiment main dans la main avec notamment les professionnels des consultations mémoire, qui sont les spécialistes gériatres ou les spécialistes neurologues. Et souvent, les médecins aujourd'hui préconisent en fait la venue à l'accueil de jour parce que malheureusement, il n'y a pas de médicaments qui permettent aujourd'hui de traiter certaines pathologies neurodégénératives et notamment la maladie d'Alzheimer.
Et du coup, l'accueil de jour, c'est un moyen, alors on va pas dire de stopper la maladie, parce que c'est pas, ça serait pas vrai, mais il permet quand même de maintenir l'autonomie de la personne en lui proposant des stimulations adaptées en fait au stade de la pathologie qu'il présente. Sachez que le service d'accueil de jour de la Passe 82 est situé au Clos Maury à Montauban. Il devrait déménager route de Saint-Martial le mois prochain. C'est la fin de ce journal. Excellente soirée sur CFM. CF. Hola, hola a todo el mundo. Ahora, el momento tanto esperado. Qu'est-ce qu'on déguste? La suite. Alors oui, vous n'entendrez pas, ou peut-être à un moment, avant que j'ai fini de parler, parce qu'il est en train d'accélérer le mouvement, vous entendrez peut-être, voilà, le bouchon sauter. Voilà, l'amour en bulle, c'est comme ça que s'appelle cette bouteille de rosé, méthode traditionnelle que vient d'ouvrir Hervé. Et c'est ce qui va accompagner nos dernières dégustations dans cette dernière demi-heure, parce qu'on a des petites bouchées sucrées que nous a préparé Raphaël Campas de la Brigade du Goût du restaurant Nous à Montauban, dans le Tarn-et-Garonne. Salut Raphaël, ça va ? Ça va bien, merci. Merci d'être là. En face de toi, je te présente Christophe Davot, guitariste, chanteur. Et si tu veux bien, avant de commencer à déguster ton dessert, on déguste en musique. Sans problème. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can. Love is just what I can give to you. Love is more than just a game for two. True in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was meant for me and you. For the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is just what I can give to you. Love is more than just a game for two. True in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was meant for me and love was meant for me and love was meant for me and you. Bravo, merci. Christophe Davot, monsieur, dame, en direct dans Qu'est-ce qu'on déguste? Qu'en penses-tu, toi, en tant qu'ancien guitariste? Oh oui, non, mais non, je ne peux pas me prétendre du tout ancien guitariste. Non, absolument pas. Il faisait la manche quand même. Oui, mais voilà. C'était juste suffisant pour faire la manche. Guitare un jour, guitare toujours. Oui. Alors je vous présente quand même Christophe Davot, guitariste de jazz, qui tombe dans le chaudron de la musique. Sa mère était quand même prix de conservatoire de piano. Il avait un oncle guitariste qui était capable de jouer les solos de Django à la note près. D'ailleurs, c'est lui qui lui a donné le virus de la guitare. Chris a souvent joué au Festival de Jazz de Montauban avec les orchestres Gigolo et Pink Turtle, avec lequel d'ailleurs ils ont fait le tour du monde.
Ils ont été joués au Brésil, en Nouvelle-Zélande, plein de trucs intéressants. Aux antipodes. Oui, même pour la dernière fête de la musique, Radio France les a invités pour refaire 4 morceaux de leur célèbre orchestre Pink Turtle. 10 ans après avoir arrêté l'orchestre, ouais. Oui. Et bon, par contre, ton actualité musicale, tu fais, comme tu viens de nous interpréter un morceau de Nat King Cole, tu as un trio Nat King Cole, tu fais aussi un hommage à Claude Nougaro, et puis tu es revenu au jazz manouche avec Paris Jazz Gadjo Club. Paris Gadjo Club. Oui, en fait, c'est les 3 projets principaux en ce moment. C'est ce trio qui s'appelle 3 for Swing. 3 for Swing en français, et dans lequel on fait depuis maintenant, on va fêter nos 12 ans de vie commune avec ce trio, avec Laurent Vanet à la contrebasse, Jacques Schneck qui dirige le groupe, qui l'a fondé, et moi qui chante, donc qui joue de la guitare. Donc on fait un vrai hommage au trio de Nat King Cole qu'il a mené dans les années 30-40. Voilà. Et sinon, Paris Gadjo Club, ça c'est mon bébé, c'est mon groupe à moi. Donc je m'en occupe depuis un petit moment aussi, et j'ai décidé de plutôt que de faire ce que tout le monde fait, c'est-à-dire jouer du Django, de prendre une musique qui n'était pas du tout faite pour ça au départ, qui est une musique brésilienne en fait, du choro, de la samba, de la bossa nova, et de l'adapter au swing manouche, au swing gitan. Et donc on est à notre 2e album chez Frémo, les Brésiliens adorent, on va peut-être aller au Brésil l'été prochain. Et puis voilà, ça on fait une sortie de disque à Paris le 15 novembre aux 2 pianos. Donc c'est dans le 15e, à Lourmel. Et ça va être une jolie soirée pour annoncer le disque de ce groupe. Et puis enfin, j'aurais envie de parler de Philippe Duchemin, qui est un pianiste du Mans, qui a monté un hommage à Nougaro, qu'il a fondé, il a créé ce projet il y a 4 ou 5 ans. Hélas, le Covid a un petit peu freiné le projet, mais on a déjà joué un bon paquet de fois, et surtout c'est original parce qu'il y a un trio de jazz, piano, basse, batterie, il y a 12 cordes, donc il y a un fil harmonique, et puis moi je chante. Donc je me suis retrouvé un peu à poil, là, sans la guitare, devant un grand orchestre avec des très beaux arrangements, et une façon, j'ai pas voulu être dans l'imitation du tout, c'est pas possible d'imiter Nougaro, de toute façon, c'est un personnage fort en caractère et en couleur, mais d'interpréter ses chansons, pour la moitié les plus connues et les moins connues. On a fait un mélange pour que les gens s'y retrouvent aussi. Et pendant le Covid, ce fameux Philippe Duchemin a décidé d'écrire tous ses arrangements pour un orchestre symphonique. Donc là, on est reparti pour relancer la machine en orchestre symphonique en 2023-2024. Ouais. Tu nous feras écouter ça, Georges, dans les Il y a déjà un disque qui est sorti chez Black & Blue, qui s'appelle Danser sur Nougaro. Voilà. Merci Christophe Davot, vous connaissez Madame le maire de Paris. Votre accueil formidable. Je vous présente Anne Hidalgo, bonjour. Bonjour, ça va? Bonjour Madame le maire, je vous présente Christophe Davot, grand guitariste chanteur devant l'Éternel. Et on a une place Claude Nougaro à Paris dans le 18e arrondissement. Et tout à l'heure, Danny Doris était assis à votre place. Ah, très bien. Voilà. En tous les cas, moi, je suis ravie d'accueillir le Sud-Ouest, de vous accueillir. C'est maintenant une tradition, hein, ce marché flottant. Et puis, je pense que les Parisiens, puis tous les touristes qui sont revenus, et ça fait du bien, vont avoir vraiment beaucoup de bonheur à venir goûter, partager. Voilà. Surtout après 2 ans de Covid. Ah, c'était quand même très dur. Donc, on est content de vous voir. Il y a plein de sourires, là. Donc, à ceux qui nous écoutent et qui sont... Vous entendez l'accent du Sud-Ouest. Eh ben voilà, très bien cet accent. Voilà. Merci d'être là, en tous les cas. Et puis merci à vous d'être passé dans cette émission. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président du Conseil départemental du Tarn-et-Garonne. À tout à l'heure, Monsieur Veil. À tout à l'heure. Et bien voilà, tout comment on dit, aéropage, aéropage. Oh là là. Mais c'est pas facile quand même. Ah non, c'est pas facile. Mais non. Bon, donc on est très content de continuer cette émission et de donner la parole maintenant à Raphaël Campas, restaurant Nous. Je voulais offrir une de tes bouchées à Anne Hidalgo. Et elle est partie trop vite. On aura l'occasion de lui donner juste après. C'est vraiment un passage express. Hein. Bon, oui, mais voilà, c'est comme ça.
Alors, raconte-nous ce que tu nous as apporté, s'il te plaît. Alors là, je vous ai rapporté un petit échantillon de ce que nos camarades nous ont préparé pour le marché flottant. Donc, vous allez retrouver un cookie chocolat noix, des cannelés, une tartelette aux noix caramélisées et une guimauve aux graines de fenouil. D'accord. Donc c'est pas toi qui l'as fait? Alors moi j'ai juste préparé les guimauves sur cela. Bon, tu fais partie de cette brigade du goût et que tu représentes aujourd'hui et pendant 3 jours ici avec David Soulier qu'on a reçu tout à l'heure. C'est ça, donc du coup on est tous les deux ce week-end à représenter la brigade. Et après on a du coup le soutien de nos camarades qui nous ont préparé énormément de choses justement pour faire découvrir le département et les produits aux Parisiens ce week-end. Bon, parle-nous de ton restaurant Le Nou, situé en ville, à Montauban, rue Bessières. Bessières, oui, tout à fait. Alors c'est un restaurant qu'on a ouvert maintenant il y a 5 ans et demi avec ma femme. Donc moi en cuisine, elle en salle. On ne fait on fait tout nous-mêmes, donc du pain jusqu'au dessert en passant par tout ce qui compose votre repas. Et on travaille essentiellement avec des produits locaux, donc dans la mesure du possible. Sachant que le département est quand même bien fourni, on a très peu de mal à avoir tout ce qu'on a besoin. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec David Soulier, quoi. Dans ce pays de cocagne, finalement, c'est difficile de pas trouver un producteur avec qui travailler presque en direct, non ? C'est plutôt difficile de ne pas trouver. Oui, c'est ça. Par contre, j'ai l'impression, parce que tu n'as pas l'accent du sud-ouest, et comme ton prédécesseur, j'ai l'impression que vous venez pas mal d'autres régions pour venir dans le Tarn-et-Garonne. Je viens du sud de la Normandie. Ah, en effet. Donc, welcome. Donc, comme on a une région qui est portée et qui amène les restaurateurs à venir chez nous pour tous les produits qu'on peut produire dans le département. Alors c'est vrai que c'est une chance dans le département de trouver autant de producteurs à la portée de tous, quoi. Même en tant que client ou même la simple ménagère, c'est relativement facile et c'est vrai que moi, en Normandie, on n'a plus cette chance d'avoir cette diversité et cette facilité de produits. Ouais. Le dessert, ou pourquoi le dessert d'ailleurs? Le plat emblématique de chez nous, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il faut? Il n'y en a pas. La carte change tellement souvent que il y a un produit que tu aimes bien travailler particulièrement ou... Alors, ouais, le produit de saison. Clairement. Le produit de saison. Voilà. Parce qu'au moins c'est un produit qui est du goût, qui est. Pas de tomates en hiver. Alors non. non, là on suit les produits au jour le jour et quand il y en a plus, il y en a plus. On cherche pas à aller ailleurs pour trouver, quoi. Bravo. Ouais, bravo. Bah oui, tiens, on peut l'applaudir, bravo, monsieur bravo, dame. Raphaël Campas qui sera donc du restaurant Nous à Montauban, qui fait partie de la Brigade du Goût, ce nouveau nom de l'association des restaurateurs du Tarn-et-Garonne. Rendez-vous vendredi prochain à Eurythmie, c'est ça, pour la grande fête de la gastronomie? C'est ça, dans une semaine, on remet le couvert avec David, et cette fois-ci ce sera pour les Tarn-et-Garonnais exclusivement, ou pas. Et on sera là donc du coup avec tous nos camarades. Bon, et ben en attendant, on te laisse repartir parce que sinon tu vas rater Anne Hidalgo là. Du coup, elle va pas pouvoir manger ton dessert. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à toi. On est toujours en direct depuis les quais de la Seine, quai Montebello. Devant nous, et vous l'entendez de temps en temps, il y a des bateaux qui passent, des péniches. Péniche restaurant, péniche théâtre, péniche d'habitation, péniche aussi de fret, il y en a, ça existe encore le fret à péniche et ce serait bien même que ça revienne peut-être un peu plus quand on parle de crise de l'énergie. Le monde de la péniche, tu t'y es intéressé Alors, Hervé? Plus particulièrement, je me suis intéressé à se poser la question si vivre sur une péniche c'est une bonne ou une mauvaise idée. Donc tous là autour de la table, peut-être qu'un jour on va tous vivre sur une péniche pour plein de raisons. Aujourd'hui en France c'est 2000, alors je vais rester à ces chiffres tout d'abord. En France c'est 2500 péniches à peu près, les 1500 en région parisienne. Et chez nous dans le sud-ouest c'est plutôt le long du canal. Le prix d'une péniche c'est à peu près de 50 000 à 1 million d'euros. Et sur Paris un bon emplacement, on ne trouve rien en dessous de 900 000 euros. Alors une péniche, c'est l'assurance d'une grosse surface habitable par rapport à des appartements qu'on peut retrouver sur la région parisienne. Le coût fixe à peu près d'une péniche, c'est le coût d'amarrage. On est à peu près entre 2000 et 10 000 euros par an, suivant la péniche et le lieu où ça se trouve. À l'achat, l'avantage c'est qu'il n'y a pas de frais de notaire, bien sûr.
il n'y a pas de taxe foncière. En revanche, les mariniers peuvent être assujettis à la taxe d'habitation. Le coût d'assurance, parce qu'il faut bien sûr assurer la péniche, on va être à peu près entre 500 et 2500 euros par an. Alors par contre, un point noir sur les péniches, c'est qu'il faut savoir qu'une péniche, c'est que du métal. Donc dans l'eau, le métal, ça ne fait pas bon ménage. Donc on est obligé de l'entretenir tous les 10 ans maximum. Et ça coûte de 10 000 et ça peut aller jusqu'à 50 000 euros tous les 10 ans. Donc c'est pas à la portée de tout le monde. Je ne suis pas sûr qu'on va un jour vivre sur la péniche. C'est-à-dire qu'en général, c'est vrai que la péniche coûte moins cher qu'un appartement pour la même surface sur un secteur. Mais il y a quand même des frais et au final, ça coûte quand même assez cher. Alors, le seul truc qui est positif, c'est que les pénichards, on peut les appeler comme ça, souvent, ils gardent quand même à l'année, ils ont quand même l'impression d'être en vacances puisqu'on est sur l'eau. Donc, c'est assez sympa. Et la présence de l'eau peut assez bien apaiser pour les gens qui vivent sur l'eau. Alors, il y a une chose quand même, je voulais juste faire parler à peu près des péniches en France, ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Alors, chez nous, la majorité des péniches, on peut trouver des chambres d'hôtes. Les gens vivent dessus, mais après, ils font des chambres d'hôtes. Chez nous, on a un festival qui s'appelle Conviviancia, dans le sud-ouest, qui démarre de Montèche, dans le Tarn-et-Garonne, et qui va jusqu'à Frontignan, dans l'Aude. Alors après, j'ai un peu regardé des péniches un peu insolites, en particulier sur Paris. Donc il y a tout d'abord une péniche librairie, donc j'ai trouvé ça assez sympa. C'est-à-dire qu'on peut aller faire de la lecture, acheter des livres, et aussi manger, puisque toutes les péniches qui sont sur Haquet, en région parisienne, mis à part les bateaux mouches, c'est souvent des restaurants. Donc il y a pas loin d'ici où on se trouve, là sur le quai Montebello, il y a une péniche qui est la Nouvelle Scène. Alors là c'est un théâtre qui est assez sympa d'ailleurs, j'ai pu y aller. Donc c'est un théâtre un peu atypique et je crois que j'étais allé voir de l'effeuillage et c'était plutôt assez sympa quoi. Donc il y a la Rosa Bonheur qui est une guinguette donc avec une pizza au feu de bois. Et sur cette péniche, il y a le 8e exemplaire du plus grand four à bois au monde. Sur cette péniche-là. Alors ensuite, vous avez une péniche, la péniche El Amen, qui est donc toujours sur Paris. C'est un bar-concert qui est au niveau du quai François-Mauriac. Et pour terminer, vous avez un after-work qui est la péniche Le Quai. Je ne sais pas, tu dois connaître, toi, Christophe, certainement. Non, je connais surtout la péniche Marcounet, où il y a vraiment du jazz, vraiment beaucoup de jazz. Ah, ben tu vois, je l'avais... J'avais pas... On peut te voir jouer de temps en temps, peut-être. Mais de temps en temps, exactement. Il y a une belle programmation. Ouais. Donc, mis à part chez nous, on trouve des péniches, les péniches au bord du canal. Ici, c'est plutôt le long de la Seine. Et le seul problème quand on vit sur une péniche, c'est en cas d'inondation, où là, ça peut devenir assez vite compliqué, quoi. C'est une grande leçon d'humidité, en fait. Là. Bon, bah écoute. En tout cas, voilà. Donc, on est au bord des quais Montebello. On voit des péniches passer toute la journée. C'est pour ça que j'avais envie de parler des péniches. Merci à toi, Hervé. Je lève mon verre avec cette bouteille, avec ce rosé pétillant de la cave de Donzac qui s'appelle l'Amour en bulle, et moi je trouve que ça va plutôt bien. Très mignon. Avec les pâtisseries. Avec les petites pâtisseries là qu'on est en train de déguster. Et un petit peu de musique de jazz qui, ce coup-ci, je vous le jure, mon cher Christophe Davot, ne sera pas dérangé par des bruits parasites. C'est pas grave, on est à Paris, il y a du bruit. Hein. Parce que Georges, il peut vous le dire, on ne parle jamais sur le jazz dans cette émission. Je passe un morceau de jazz. On va faire encore un clin d'œil à Nat King Cole, mais à Paris aussi, si vous voulez bien. Ah ben, avec plaisir. Applaudissements, messieurs, dames. Mona Lisa, Mona Lisa, men have named you. You're so like the lady with the mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you for that Mona Lisa strangeness in your smile? Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is it your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm?
Are you real Mona Lisa? Or just a cold and lonely, a lovely work of art? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real Mona Lisa? Or just cold and lonely, a lovely work of art? Mona Lisa, Mona Lisa. Bravo, bravo. Merci beaucoup pour votre accueil. Merci infiniment. Je n'avais jamais entendu Mona Lisa en bossa et c'est superbe, ça passe très bien. Hein. Merci beaucoup. Alors c'est quand le prochain CD, Christophe Davot, là, Alors, l'actualité? notre sortie de CD Paris Gadjo Club, ça sera le 15 novembre dans un endroit merveilleux qui s'appelle Les Deux Pianos, dans lequel on peut manger justement, on peut boire, et il y a une salle de spectacle formidable. Et je vous invite à venir à 21h à cette sortie de disque. C'est quand ce soir? C'est le 15 novembre. 15 novembre. C'est un mardi soir. Soit ton affaire, un mardi 15 novembre, on fera l'aller-retour. Voilà, et le disque est sorti chez Frémo et Associés. On a 2 disques et vous regardez les catalogues de chez Frémo. Merci beaucoup. On vous passe un petit coup de fil quand ça sort dans l'émission Qu'est-ce qu'on déguste du mois de novembre. Avec plaisir. Hein, comme ça, avec on en plaisir. parle. Merci beaucoup. Voilà, super. Merci infiniment d'avoir Merci, accepté aussi de faire de la musique dans cette émission qui est un peu faux-folle. Très belle voix en tout cas. Merci, très belle voix. très gentil. Merci. Sur ces quais Montebello. On est en train de la terminer cette émission. On se fait un petit tour de table Déjà sur les bons plans, les bons restos, un coup de gueule, un coup de cœur, ce que vous avez envie de nous annoncer. Philippe, peut-être tu commences? Un coup de cœur, sur la voix de Christophe Davot et sa Gibson mythique, hein. Un très beau son. De 1947. De 1947, Ouais. voilà. Donc, et une voix de crooner exceptionnelle. On a beaucoup de chance de l'avoir eu aujourd'hui. Ah C'est oui. un coup de cœur. Voilà. D'accord. Hervé? Moi, ce que je vais simplement dire, c'est que je suis très heureux que le Sud-Ouest se déplace à Paris et fasse découvrir aux Parisiens notre région, nos produits et notre accent. La poche, la chocolatine, voilà. C'est ce que je voulais dire. Émilie ? Alors là, une adresse à Paris, je vais pas t'en donner une comme ça, mais on a mangé dans un petit resto au-dessus. Chez Siam, non? Ou le Siam, non, c'est ça? Oui, le Siam, ouais, c'est c'est ça. sympa. C'est juste au-dessus. C'est juste au-dessus, c'était très bon. Ouais. Eux ont fait un coup de gueule. Ah oui, Un gros coup de gueule. Oui, on peut le Oui, faire. j'étais pas contente de madame. Bon, d'accord. Georges? Oui, je suis un peu comme Émilie, je suis content de ce petit voyage à Paris. J'ai pu profiter du jazz et vous en faire profiter. Ouais. Avec de très bons musiciens il en nous fait- direct. Avoir invité Danny Doris, qui est quand même un monument de la musique, de cette musique. Et comment ça s'appelle, et des nuits parisiennes avec le caveau. Carrément. Donc, Tu m'as fait rencontrer un personnage mythique, là, quand même. En la personne de Christophe Davot. Et de Daniel Doris aussi. J'essaye de soigner de tout le monde. Mythique, il est gentil parce que Problème d'ego. On arrive au Christophe, bout. il est gentil, mythique. Hein, quand même. j'ai C'est fait pas- En plus, je ne suis pas parisien, donc. il est champenois. On arrive au bout, les gars. Merci. C'était Qu'est-ce qu'on déguste en direct des marchés flottants à Paris. Aurélien à la technique, Thomas aux images sur Facebook. On se retrouve demain et dimanche, puisque CFM vous accompagne. Alors on sera en direct demain des marchés flottants, mais on sera aussi en direct des bords du canal à Montauban. Non, on sera à Port-Canal à Montauban. Ah pardon. Pour le World Cleanup Day. Et donc on va faire 2 directs en même temps depuis Paris et depuis Montauban. À C'est demain. inédit.